Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Aujourd'hui, on va analyser Sanofi, que vous connaissez sans doute. C'est une entreprise française du CAC 40. C'est une entreprise pharmaceutique qui produit et vend des médicaments dans le monde entier. On va faire une analyse fondamentale puis une analyse technique pour savoir si c'est un bon investissement ou non à faire pour vous. Je rappelle également que je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo est simplement le fruit de mes recherches, n'hésitez pas à faire les vôtres, bien entendu. Alors, au niveau des sources de revenus, pour faire très simple, il y a deux grandes catégories. On a Consumer Healthcare, donc ça va être tout simplement tous les médicaments sans ordonnance. Médicaments ou autres produits de pharmacie. Tout ce qu'on appelle les médicaments OTC, Over the Counter. Ensuite, de l'autre côté, on va avoir la biopharma. Donc ça va être vraiment pour les traitements spécifiques. Donc c'est que des médicaments avec ordonnance pour essayer de guérir des maladies qui sont bien précises, bien spécifiques. Je ne suis pas du tout un expert en médecine, mais en gros, pour faire très simple, là, on a des Doliprane et de l'autre côté, on va avoir des médicaments avec des noms à n'en plus finir qui nécessitent beaucoup plus de recherche. Ce qui va être intéressant au niveau de la ventilation par pays, c'est que Sanofi, il est présent dans plus de 100 pays dans le monde, donc c'est vraiment une entreprise mondiale et ça va être vraiment un avantage. Bon, par contre, au niveau de la ventilation, on a quand même 43% aux US, 18,6% en Europe mais hors France, 6,8% en Chine et seulement 5,5% en France, donc c'est vraiment une petite partie du chiffre d'affaires qui se trouve en France et le reste du monde, voilà, 26,1%. Je vous l'ai dit, cette entreprise, elle est présente vraiment dans plus de 100 pays. On va analyser maintenant sa santé financière, notamment sa structure du capital, sa solvabilité, sa croissance, sa rentabilité, le return on invested capital, tout ce qui va nous intéresser en tant qu'actionnaire, tout simplement. Alors, on est parti avec la structure du capital. Déjà, ce qu'on peut voir d'intéressant, c'est qu'il y a plus de 900 institutions qui détiennent des titres. C'est vraiment une grosse partie du capital qui est détenue par des institutions, par des professionnels. Et ça représente 46,18%. D'accord, mais en plus de ça, il va y avoir 11,89% qui vont être détenus par des initiés et dedans, on retrouve notamment en grosse partie BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde. Au final, il n'y a que environ 40% des actions qui sont détenues par des particuliers, ce qui fait qu'il peut y avoir quand même des gros mouvements dans les cours lors des annonces par exemple ou ce genre de choses. D'ailleurs, on le verra à la fin avec l'analyse technique. Niveau structure du capital, on a une entreprise de taille big cap pour une française puisqu'on a 141 milliards d'euros de capitalisation, mais plutôt moyenne cap, small cap, pour se comparer aux entreprises mondiales par exemple. On voit qu'il se finance majoritairement avec la bourse, mais qu'il y a quand même une partie qui est de la dette. Donc c'est pas 100% bourse non plus. On va analyser ça plus en détail avec sa solvabilité. Là, c'est intéressant puisque la plupart des sociétés qu'on a analysées, en 2020, forcément, c'était pas une bonne année pour eux. Mais là, ce n'est pas la même chose puisque c'est une entreprise pharmaceutique et notamment la partie Pasteur avec les vaccins qui a vraiment bien fonctionné en 2020, en 2021 et après un petit peu en 2022, mais là, bon, c'est complètement fini. Et ça a permis tout simplement, de réduire la part de dette par rapport aux liquidités et au free cash flow. En soi, si on regarde que le free cash flow, il y a une évolution jusqu'en 2021 et ensuite, on a plutôt une stagnation, voire une régression. Bon, c'est comme je vous ai dit, c'est dû essentiellement au Covid qui, pour des entreprises, a été bénéfique. Ils ont pu donc racheter pas mal de dettes, ce qui est une bonne chose. En regardant ça, est-ce qu'elle est solvable ? Évidemment oui, la part de dette par rapport au free cash flow et aux liquidités est ridicule. Ils pourraient rembourser complètement les dettes s'ils le souhaitaient, mais bon, ça n'a aucun intérêt. On va analyser maintenant sa croissance et sa rentabilité. Alors là, c'est pareil, on voit bien, regardez le Covid où c'est monté quasiment à 35% de marge nette, donc ce qui est vraiment énorme. Et d'ailleurs, bon, je ne suis pas là pour juger, mais qui c'est qui a payé au final ? C'est nous, puisque qui c'est qui a acheté les médicaments ? C'est les États, donc c'est nous, en fait, indirectement. Et de voir qu'ils ont fait une énorme marge sur le dos des contribuables de nous, il faut le savoir que quand même, c'est nous qui se sommes fait enfler à la fin. Indirectement, bien sûr, mais ça ne change rien. Mais là, on s'en fout, on est en bourse, on est là pour gagner de l'argent justement et peut-être même se rembourser cette partie qu'ils nous ont prise en investissant dans la valeur. On voit bien ici les revenus nets, comme je vous le disais, il y a eu une grosse croissance en 2020 qui a permis également en 2021 et en 2022 de générer pas mal de revenus nets, mais regardez la marge, elle a bien énormément diminué, on est même repassé en dessous de 10%.
Bon, bah, quand on voit ça, c'est vraiment en dents de scie. On voit qu'il y a eu un événement extraordinaire. Et en investissement, quelque chose d'extraordinaire reste extraordinaire. On ne prend pas ça en compte pour le futur. Donc, pour une fois, on regarderait plutôt seulement les performances de 2023 pour essayer d'extrapoler un petit peu la suite. Et dans ce cas-là, eh bien, c'est un petit peu moins bien. Je rappelle qu'évidemment, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, mais il faut bien se baser sur quelque chose pour prendre des décisions éclairées et mettre les probabilités de notre côté. On va analyser maintenant les cash flows qui nous disent quelque chose d'assez intéressant. Alors déjà, si on analyse juste le free cash flow, eh bien, on voit qu'il y a quand même une belle croissance et que ça ne s'est pas arrêté après 2020. Hein. On reste avec des free cash flows qui sont assez élevés, en tout cas en valeur, et ça veut dire qu'il y a vraiment une consommation de médicaments qui continue. On voit également que les cash liés aux activités de financement sont quasiment tout le temps en négatif, alors sauf en 2018, et c'est dû tout simplement au fait que déjà la société, eh bien, verse des dividendes, donc à partir de là, forcément ces cash flows sont négatifs au niveau du financement, et en plus de ça, elle a racheté de la dette, donc ça coûte quelque chose aussi. Ce qui est intéressant aussi là, c'est qu'on voit qu'il y a pas mal de cash flows négatifs sur les cash liés aux investissements. Eh bien, c'est tout simplement que comme c'est une entreprise pharmaceutique, et elle rachète des sociétés pour des montants qui sont quand même assez élevés. Hein. Quasiment 13 milliards de dollars, c'est plus de 1/10 de la capitalisation totale de Sanofi, donc c'est pas rien. Hein. Et rien que ça peut déterminer ou non si vous avez envie d'investir dans cette société ou pas. Parce qu'il faut savoir que les biopharma, donc celles qui rachètent généralement, elles sont dans des phases avancées quand même, hein, mais les biopharma, elles ont très peu de chances d'arriver à des résultats très intéressants. Il y a énormément de tests dans la médecine, il y a énormément de phases de validation. Et pour qu'un médicament arrive à la commercialisation, eh bien c'est extrêmement difficile. Et il y a beaucoup de concurrence, donc il y a un pourcentage très faible d'entreprises qui réussissent à vendre des médicaments à la fin, des médicaments miracles. Donc quand on voit qu'il y a des acquisitions de ce montant-là, il faut faire très attention, puisque du coup les performances passées ne vont pas du tout être les mêmes que les performances futures. Ça va complètement dépendre de la rentabilité des acquisitions qu'ils font. Et là, ça a été vrai en 2018, mais c'est vrai également en 2021 et en 2023. Pour des montants moins importants, mais pour des montants quand même très élevés. Donc c'est pour ça que c'est assez intéressant à analyser. Il faut quand même savoir dans quoi vous investissez. Au niveau des dividendes, donc si vous êtes dans un PEA, ça peut être assez intéressant si vous êtes des investisseurs à dividendes, même si je le dirai jamais assez. Et en plus, surtout pour une société comme ça qui va pouvoir me permettre d'imager mes propos, la plupart du temps, les entreprises qui versent beaucoup de dividendes, c'est qu'elles sont déjà matures et elles ne sont plus en phase de croissance. On va quand même regarder ça parce que c'est assez intéressant. Là, les dividendes, ils sont autour de 3,8%. C'est à peu près toujours autour de 4% le dividende. Et ce qui est très intéressant, c'est que regardez, par exemple, en 2017, le ratio de paiement, il est à plus de 100%. En 2019 également, il est à plus de 100%. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'ils ont fait du revenu, mais en fait, ils ont donné plus que le bénéfice qu'ils ont fait. C'est-à-dire que s'ils ont fait un bénéfice de 100, eh bien, ils ont donné 135. Alors, ça, c'est justement un signe que l'entreprise n'est pas forcément en grande forme. Ils font ça pour rassurer les investisseurs, pour qu'ils gardent la société en portefeuille. Parce que justement, elle est qualifiée comme une société bon père de famille, même si ça veut rien dire, qui verse environ 4% de dividendes annuellement. Alors, ça fonctionne très bien sur une courte période, mais il faut savoir que ça leur coûte des liquidités. Et en plus, eux, ils ont besoin de beaucoup investir, donc ce n'est pas forcément tout le temps bénéfique. On voit bien qu'ils essayent de maintenir un dividende autour de 4%, puisque le ratio de paiement est complètement différent à chaque fois. C'est une stratégie dividende, tout simplement. On va voir maintenant la rentabilité des investissements, en tout cas de l'argent des investisseurs. Et ben là, ça reste pas énorme non plus, hein. Déjà, juste au niveau du total des actions en circulation, ça reste le même. Des fois, il y a des petites ventes ou alors des petits rachats, mais ça reste complètement négligeable, on ne le prend même pas en compte. Et le rendement du capital investi, donc avant le Covid qui était pour eux du pain béni, malheureusement, eh bien, c'était à moins de 5%. Et ensuite, on retend petit à petit à retourner vers ce montant d'environ 5% de rendement du capital investi. Pour comparer avec quelque chose qui n'est pas du tout comparable, Apple, on est à environ 140%. Et Novo Nordisk, par exemple, qui est leur concurrent, eh bien, si vous voulez la réponse, allez voir ma vidéo, qui pour moi est une très bonne alternative si vous voulez investir dans la santé. En tout cas, au niveau de la santé financière de la société, ce que moi je conclus, c'est tout simplement qu'elle est solvable, hein. C'est une entreprise qui est en bonne santé financière, c'est une société mature qui a une stratégie dividende pour garder ses investisseurs, mais c'est une société qui peut être dangereuse. Il ne faut pas forcément se fier au passé pour pouvoir prédire le futur, puisqu'elle fait
énormément d'investissements, comme on a vu, et ces investissements peuvent être rentables comme non rentables. Donc c'est un peu le loto. Et moi j'aime pas le loto. On va voir par contre les perspectives d'évolution, les vecteurs de croissance. Toujours selon Peter Lynch, il n'y en a que 5. Est-ce qu'elle va pouvoir réduire ses coûts? Alors j'ai mis non, en plus elle doit beaucoup investir, donc réduire ses coûts, ça va être non. En plus de ça, il y a une tendance actuellement qui est de relocaliser la production de certains médicaments. Donc quand on relocalise, alors c'est bien parce que ça évite les pénuries, mais par contre, c'est pas bien parce que ça va coûter beaucoup plus cher. Hein. La main-d'œuvre en France, par exemple, coûte beaucoup plus cher, évidemment, c'est pas une surprise, que dans d'autres pays. Hors Europe, bien sûr. Donc réduire ses coûts, c'est non. Augmenter ses prix, alors j'ai mis oui et non. Alors pourquoi oui et non? Tout simplement parce qu'il y a une énorme concurrence et c'est des marchés qui sont souvent colossaux, souvent vendus à des États, donc c'est des marchés publics et l'État va prendre systématiquement le moins cher, enfin en théorie, et les gros laboratoires aussi. Donc ils vont pouvoir augmenter leur prix si les concurrents augmentent leur prix et vont surtout pouvoir augmenter leur prix s'ils sont sur un secteur un peu de niche, s'ils ont vraiment un avantage concurrentiel sur un médicament. Sur les médicaments où ils sont beaucoup à se battre, par exemple le Doliprane, là où il y a énormément de concurrence, et là ils font pas du tout ce qu'ils veulent, hein, et ils n'ont pas la possibilité d'augmenter, sinon ils ne seront plus achetés. Ensuite, conquérir de nouveaux marchés, alors là à 100%, c'est ça qui va faire en fait que Sanofi va pouvoir être un investissement rentable ou non. Et c'est d'ailleurs en ayant conquéri des nouveaux marchés qu'ils ont été extrêmement rentables par le passé également. Ça, on ne peut pas savoir à l'avance s'ils vont découvrir un médicament utile et qui sera commercialisé à la fin. Donc pour l'instant, ça leur coûte très cher en recherche et développement, et donc il y a une grande part de chance là-dedans. Moi, je préfère investir dans des entreprises qui ont déjà trouvé le médicament, quelque chose d'intéressant comme par exemple Eli Lilly ou alors Novo Nordisk, et de suivre la méga tendance. Et une fois que la méga tendance est terminée, de trouver une autre entreprise qui vient de trouver quelque chose de miracle et de suivre pareil la méga trend. Parce qu'on va bien voir en lisant les graphiques, les méga trends, et une fois qu'elles sont terminées, ça stagne un peu, forcément. Et la méga trend du moment, c'est les médicaments anti-obésité, et j'en ai pas entendu parler au niveau de Sanofi. Augmenter les volumes de l'existant, oui. Tant qu'il y a une croissance démographique, il y aura une croissance aussi des volumes, puisqu'il va y avoir de plus en plus de monde, et tout simplement, naturellement, les gens vont consommer également des médicaments. Donc ça, c'est vrai s'il y a une croissance démographique, mais s'il y a une décroissance, forcément, les volumes ne vont pas augmenter, ils vont même diminuer. Et redressement ou filiale non rentable, alors j'ai mis oui également, parce que vous avez vu qu'ils ont plein de filiales, ils font beaucoup d'investissements, donc ça peut être un vecteur de croissance à un moment donné s'il y a vraiment des filiales qui sont pas rentables. Sauf que là, ils en ont tellement qui sont très spécialisés que je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui est rentable et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et comme disait Warren Buffett, on n'investit pas dans quelque chose qu'on ne comprend pas. C'est vraiment une structure de société qui est assez complexe, vu qu'il y a beaucoup de recherche et développement et qu'il y a beaucoup de filiales qui se recoupent à l'intérieur. Ce n'est pas quelque chose de très basique comme on pourrait avoir dans la tech par exemple. Alors c'est bien tout ça, mais au niveau de la valorisation, qu'est-ce que ça donne? Alors je fais juste une petite pause coup de pub. Vous avez été nombreux à répondre au questionnaire en commentaire, soit pour pouvoir être conseillé au mieux dans les investissements. Donc je rappelle que je suis conseiller de gestion patrimoine indépendant, donc je travaille avec tout un réseau de gestionnaires de patrimoine, et donc au quotidien on conseille des personnes en fonction bien sûr de ce qu'elles ont envie de faire sur les meilleurs investissements possibles. Ici je parle essentiellement de bourse, mais un portefeuille équilibré, on va avoir une partie bourse, une partie private equity, exemple, une partie immobilier, sous quelque forme que ce soit, et même tout ce que vous voulez en fait. Donc si vous voulez des conseils personnalisés en fonction de votre situation, j'ai un lien dans la description, et également si jamais vous voulez rejoindre l'équipe de conseillers de gestion en patrimoine, on fait des présentations du métier, et s'il y en a qui s'intéressent pour rejoindre notre équipe, ce serait avec plaisir déjà de discuter avec vous. On fournit toutes les formations pour le devenir. Alors on revient juste à Sanofi, parce que c'est ce qui vous intéresse, le reste on s'en fout, mais moi, faut bien que je fasse ma petite pub. Et donc là, en regardant juste le price earning, donc le PER, le ratio court-bénéfice en français, on voit que c'est quand même plutôt aléatoire. On passe de 24, 22, 39, 8, 18, 13, c'est complètement aléatoire. Aujourd'hui, il est à 29, donc il est quand même assez élevé. Et la moindre des choses qu'on puisse dire, c'est que là, on va pas pouvoir extrapoler le futur avec le passé. Autant aller sur Excel et faire une fonction aléatoire. Par contre, on a deux autres ratios qui sont plus intéressants. On a le ratio prix sur flux de trésorerie et le ratio valeur de l'entreprise sur l'EBITDA. Et là, ça va être un petit peu plus parlant, puisque déjà, c'est un petit peu plus stable. Et on voit que le ratio prix sur flux de trésorerie, il est assez élevé par rapport au passé, mais qu'il n'est pas exorbitant non plus. Il a un petit peu plus de 15. Bon, c'est quand même 50% de plus que les 3 dernières années. Faut quand même le notifier. Et par contre, le ratio sur valeur de l'entreprise sur l'EBITDA, donc là, c'est vraiment axé sur ce que fait vraiment l'entreprise, sur l'exploitation. Là, c'est pas forcément élevé. On est sur un ratio qui est plutôt habituel et pas forcément très élevé. Donc voilà, si on fait une moyenne, le PER est très cher.
Ratio flux de trésorerie, ça reste cher. Et ratio valeur d'entreprise sur EBITDA, ça va. Donc je regarderai juste ça pour du moyen long terme. C'est pas délirant. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite analyse avec Ishimoku. Et là, ça va être très intéressant, on va pouvoir imager tout ça. Alors déjà, on a un bel historique de la société, graphiquement parlant. Ici, on est en monthly, donc chaque bougie, chaque petite bougie là, représente un mois. Ce qu'on peut voir juste ici, c'est qu'on a eu une super belle phase de croissance juste là. Si on prend la valeur juste après l'IPO, donc l'introduction en bourse, eh bien, on a un x11 environ en 13 ans, à peu près évidemment. Donc ça, c'est une belle phase de croissance. Ensuite, eh bien là, maintenant, on est en stagnation. Alors, je vais préciser un petit truc aussi, c'est que là, c'est le cours de la société, mais sans les dividendes. Et sans les dividendes, on voit qu'en 24 ans, on est quasiment à zéro. Alors, comme cette entreprise fournit les dividendes, les données, je vais pouvoir mettre les cours ajustés aux dividendes, et là, ça va être différent. De 2001 jusqu'à maintenant, eh bien, on serait à environ 1 fois 2,5. Donc là, tout de suite, c'est plus intéressant, mais ça reste quand même pas terrible, hein. Par rapport à juste avant, bon voilà, vous voyez, hein, vraiment cette croissance-là qui était énorme. Donc cette fois-ci, dividende réinvesti, regardez la différence, d'ailleurs c'est pour ça que c'est intéressant, plus 82 000%, donc fois 829 globalement. C'est un petit peu différent, mais là au moins vous voyez vraiment la force des intérêts composés. Alors maintenant qu'on a vu ça, on va regarder un petit peu plus le présent, qui est un peu moins excitant que ce qui s'est passé avant, mais on voit qu'on est sur une belle tendance haussière depuis 2011, voilà, on monte tranquillement, on est venu retester le bas du nuage, d'ailleurs on a eu un triple bottom ici, là, 1, 2 et 3 fois, ensuite on est reparti, on est venu retester un petit peu le plat de SSB juste là, c'était pendant le Covid, et puis on est vite reparti dans l'autre sens, d'accord, et on continue notre petite montée tranquillement. Bon, c'est essentiellement également dû aux dividendes, parce que regardez, si je les enlève, bon, c'est moins beau, quoi. Ça monte un petit peu, mais ça reste moins beau. On va les garder, et on va regarder un petit peu la mesure, depuis 2011, allez, on va dire ici, depuis la petite montée, eh bien, on a fait un x3, un peu plus de x3, d'accord? Donc, bon, c'est pas trop mal, hein, mais c'est pas non plus extraordinaire. En 12 ans, on aurait pu faire bien mieux, quand même. Surtout que ça, c'est avec les dividendes. Donc, on reste dans une tendance haussière. Faut regarder quand même qu'il y a des belles corrections chaque fois. On a des mois à moins 16%. Donc, c'est des mois qui font quand même mal. Ça monte très doucement et il peut y avoir quand même des très belles corrections. Mais niveau Ishimoku, là, on est en tendance haussière, lente, comme un escargot, mais tendance haussière. Si on suit juste ça, on va pas perdre d'argent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'en gagner quand même un peu plus, hein. Surtout qu'il y a quand même des belles corrections. Alors là, juste, j'ai dézoomé, c'est très moche, mais c'est juste pour vous rappeler quelque chose. C'est les cycles de vie, tout simplement, d'un produit, mais ça marche aussi pour les entreprises. La plupart du temps, on a une phase de croissance qui est juste ici, une phase de maturité qui est juste ici, qui peut durer très longtemps, hein, et la plupart du temps, ça se finit par une phase de déclin. Donc, avec Sanofi, on voit très bien cette phase de croissance, cette phase de maturité, donc là on est en plein dedans, hein. Ça ne veut pas dire qu'elle va s'arrêter du jour au lendemain, ça peut durer 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans, mais ensuite, eh bien, on a la plupart du temps une phase de déclin. C'est pour ça d'ailleurs que Sanofi, qui n'est pas une entreprise stupide, hein, le savent très bien, et ils investissent dans d'autres sociétés pour pouvoir contrer ce phénomène. Dans le domaine de la santé, moi ce que je préconise, c'est tout simplement d'investir dans une phase de croissance. Ça donne quand même des rendements plus intéressants. On va quand même tracer quelques résistances, quelques supports, pour voir un petit peu les niveaux majeurs. Alors déjà je vais tracer, c'est bien plus bas, mais un énorme support qui est ici, ici et ici, d'accord? Donc voilà, c'est un énorme support aux alentours de 58, puisque vous voyez qu'on peut très bien y retourner rapidement, hein. Enfin, rapidement, c'est beaucoup dire quand même. Il y a quand même eu la crise du Covid ici, donc voilà. Mais bon, ça peut descendre très vite. Ok, ici, surtout que, eh bien, ils peuvent perdre des marchés. On a vu que c'était des médicaments avec des gros marchés et que s'ils perdent un marché, forcément, la rentabilité de l'entreprise peut baisser rapidement. Et ensuite, ce qu'on va voir, ça va être les plats de SSB juste ici, donc des plus petits niveaux, mais qui sont quand même assez gros vu la taille des plats. Et ici, on va dire. Ok ? Ensuite, en plus proche, on va avoir tout simplement les plats de Kijun mensuel. Donc on a un plat juste ici qui a été travaillé pas mal de fois d'ailleurs, hein. Un petit peu plus bas juste là et un petit peu plus bas encore juste ici. Bon, ça fait beaucoup de support. Bon, il n'y a pas de résistance là. Comme on est dans le ciel, il n'y a pas trop de résistance. C'est juste que là, on s'éloigne de la Tenkan et qu'on voit que historiquement, elle s'est pas éloignée très souvent de la Tenkan, hein. Elle la rejoint très rapidement à chaque fois. Donc maintenant qu'on a vu ça, on va aller en hebdomadaire. Bon, de toute façon, c'est plus une société de croissance, hein, donc on a vu que c'était compliqué. Alors là, tout simplement, regardez, on dirait qu'on est parti en hebdomadaire, tout simplement, sur une belle tendance haussière, d'accord? Sauf que
Sauf que, regardez le nombre de faux signaux qu'il y a eu. Il y a eu la même chose ici, on est revenu descendre. Et ben d'ailleurs, on voit très bien où on est revenu descendre hein, sur la résistance que j'ai tracée juste avant. Ici, c'était pareil. On avait... Alors, c'était même plus loin. Le premier signal était ici. Ce que j'appelle un signal ici, c'est que les cours sont sortis du nuage et que la lag in span est sortie aussi, d'accord? Donc, la lag in span, je rappelle, si on est ici et la lag in span est juste ici, ça s'appelle lag in span parce que c'est la même courbe qu'ici, mais dans le passé. Regardez, si je mets pas en chandelier japonais, mais en courbe, eh bien ma courbe est juste ici et la lag in span est quasiment identique dans le passé. Je dis quasiment identique parce que il y a des calculs qui sont un tout petit peu différents, c'est des moyennes. Mais voilà, sinon c'est exactement la même chose, mais dans le passé. Bref, toutes les tendances haussières ont été à chaque fois eh bien, corrigées et assez sévèrement. Donc pour moi, à chaque fois, ce sont des faux signaux. Et si on reprend exactement la même chose ici, d'ailleurs, là, on voit qu'on n'est pas loin du plus haut historique. C'est dangereux. Voilà, en plus, il peut y avoir un niveau à 100 qui peut être psychologique assez important. Est-ce que c'est le moment d'investir quand on voit ça? Faites-vous votre avis, mais le mien, c'est non, d'accord. Et là, en daily, bon, bah c'est pareil, hein. On pourrait croire qu'il y a une petite tendance haussière qui se crée. On pourrait peut-être juste revenir taper un petit peu la Tenkan, la Kijun, qui sont pareil des moyennes des prix récentes, pour continuer vers le haut, mais à chaque fois qu'il s'est passé ça, regardez les gaps qu'il y a eu, c'est plus un gap, ça fait mal, hein. Quasiment moins 20% du jour au lendemain. Pas trop envie d'avoir ça dans mon portefeuille. Voilà pour Sanofi, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous êtes investisseur dans Sanofi, si vous avez connu la montée avant 2000, la vraie montée qui vous a vraiment rendu plutôt heureux, heureuse. Dites-moi si vous continuez d'en acheter maintenant, et puis tout ça évidemment, n'oubliez pas d'aller dans la description checker le lien pour franchir le premier pas vers la liberté financière. Pour l'heure, je vous dis merci d'avoir regardé, allez vous abonner si ce n'est pas encore fait, et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.